Christophe Serra-Mayol, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, vous avez fait une étude assez importante sur les sans-abri, les sans-domicile fixe, on ne sait pas trop comment les appeler, à Tahiti et l'agglomération. À combien est-ce qu'on peut estimer ce nombre de sans-abri, et est-ce que ce chiffre a tendance à augmenter ou à baisser? Alors pour l'estimation, c'est un problème toujours très complexe, en métropole comme ici. Dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré 321 personnes âgées de 15 ans et plus qui vivaient dans la rue, qui étaient accompagnées par 28 personnes de moins de 15 ans, donc ça fait 349 au total, 350 disons. Si on ajoute à ce chiffre une partie de sans-abri qu'on peut considérer comme temporaire, qui se renouvelle en cours d'année, plus un phénomène classique de fuite devant les enquêteurs, ou de personnes qu'on n'a pas pu trouver sur le terrain, on peut estimer qu'il y a à peu près 650 sans-abri sur l'agglomération de Papeete, ce qui correspond à un pourcentage de 0,4% de la population considérée. Donc on est sur des pourcentages à peu près similaires à ceux de la métropole. Et est-ce que ça augmente ou... Alors c'est un chiffre en augmentation, bien évidemment. Donc le chiffre brut est déjà 2 à 3 fois supérieur aux estimations officielles jusqu'à présent. Là, c'est-à-dire qu'on a réalisé vraiment une enquête exhaustive. On ne s'est pas basé sur le nombre de demandes de biens, de bons alimentaires par exemple qui sont faits aux affaires sociales. On était vraiment allé sur le terrain. Mais y compris de la part des experts, des spécialistes du secteur, les spécialistes nous disent que ce chiffre augmente notablement depuis 2002-2003. Et l'augmentation est surtout due à des jeunes, beaucoup de mineurs également, qui apparaissent et qui modifient un petit peu le groupe des sans-abri, qui le rajeunissent. Alors justement, est-ce que c'est le même type de personnes ou est-ce qu'il y a différentes catégories, on peut dire, de personnes? On ne peut pas parler du SDF ou du sans-abri, je préfère le mot sans-abri que SDF. On ne peut pas parler du sans-abri, mais plutôt des sans-abri, puisqu'il existe plusieurs profils, plusieurs types de sans-abri. Alors plusieurs types en fonction de la durée de vie dans la rue, de l'âge, les deux critères sont liés, du sexe, du statut familial, je veux dire, on est célibataire, on vit en couple, on a des enfants dans matin. Et dans cette étude, on a réalisé une typologie qui met en avant 5 à 6 groupes de sans-abri, en fonction de ces critères-là. Le groupe le plus important, c'est celui des sans-abri, j'allais dire des anciens sans-abri, qui sont dans la rue depuis plus de 3 ans, et qui constituent à peu près 50% de la population totale enquêtée. On a ensuite un deuxième groupe qui constitue un bon quart de la population totale, c'est celui des jeunes, des moins de 25 ans, et y compris des mineurs, une part importante de mineurs, garçons et filles. Et ensuite, les autres groupes sont plus minoritaires, mais qui ont encore une fois des profils, des attentes, et donc qui nécessitent des types d'actions sociales derrière différenciées. On a pu identifier un sous-groupe de sans-abri prostituées, un sous-groupe de sans-abri hébergés actuellement en institut d'accueil, etc. Et justement, vous avez travaillé en collaboration avec un acteur de terrain comme le club de prévention spécialisé. Est-ce que cette étude va leur permettre ou va permettre d'élargir les actions sociales qui sont menées en faveur des sans-abri? Alors c'était déjà un des objectifs de l'étude, de faire en sorte que la liste d'actions que je devais proposer en partenariat avec tous les intervenants spécialisés soit la plus concrète, la plus pragmatique possible, et tende d'abord à favoriser les acteurs déjà en place. Comme vous le dites, l'acteur principal, aujourd'hui en contact avec les sans-abri, c'est le club de prévention spécialisé. Donc la plupart des actions que nous avons listées, que nous avons proposées, visent à améliorer le fonctionnement du club de prévention spécialisé, tant dans ses missions, dans la définition de ses missions, qui aujourd'hui doivent être élargies, que dans également l'apport de moyens matériels et humains pour répondre à l'élargissement de ces missions. Et dernière question, est-ce qu'on peut dire, comme le dit la chanson, et sûrement une idée reçue, que la misère est moins terrible au soleil? Effectivement, c'est une idée reçue. La misère est toute relative, on ne peut pas graduer la misère. La misère est relative, et dans un pays où le niveau de vie moyen est très élevé, où ce niveau de vie est sensible, se voit dans l'équipement automobile ou autre, la misère est toujours dure à vivre. Même quand on est au soleil, on peut avoir froid quand on a le ventre vide, donc on a très peu mangé, puisque le budget moyen consacré à la nourriture par jour est de 200 francs, donc vous imaginez que c'est pas beaucoup. 200 francs c'est quoi? Ce sont 2 baguettes de pain et 2 boîtes de sardines à l'huile. Bon. Donc quand on a le ventre vide, on a dormi en moyenne 3 à 4 heures par nuit,
sommeil entrecoupé de visites, d'interventions de personnes extérieures, on peut avoir froid. En plus, un autre lieu commun est celui qui nous dit que la Polynésie est un territoire d'abondance où la nourriture est rapidement disponible. Je pense que c'est peut-être vrai dans les districts, les territoires éloignés de la capitale ou dans les îles les plus éloignées, mais ce n'est pas vrai dans l'agglomération de Tahiti, hein, qui est une agglomération finalement très urbanisée et dans laquelle les quelques arbres fruitiers qui restent sont de côté privé. Hein, donc la misère n'est pas plus facile à s'organiser. Et pourquoi est-ce qu'on trouve plus de sans-abri justement à Papeete que dans les districts? Alors, mon étude était concentrée sur le champ d'intervention du CUPS, du Conseil urbain de cohésion sociale, qui est l'agglomération de Papeete, c'est-à-dire de Maïna à l'est jusqu'à Papara à l'ouest, y compris l'île de Moorea. Mais nous, dans cette étude, on s'est aperçu quand même, sur cette zone géographique de l'agglomération, 80% des sans-abri sont concentrés sur la seule ville de Papeete. Donc il y a une concentration très forte dans les communes les plus urbanisées de... Et vous l'expliquez comment ça? Je pense que c'est l'attrait à la fois l'attrait des lumières de la ville, comme on dit, l'attrait aussi des centres d'aide, hein, des associations, des structures d'aide qui sont concentrées sur Papeete. Il existe une cellule au sein de la direction des affaires sociales un peu spécialisée sur ces sans-abri qui se trouve à Papeete. Le club de prévention spécialisé, son champ d'action dans ses missions officiellement, c'est la ville de Papeete. Le père Christophe, qui fait partie de ce groupe catholique polynésien, offre du lundi au vendredi tous les matins des repas complets aux personnes qui en ont besoin, sans-abri ou domiciliés. Il les offre également dans un quartier de Papeete. Donc toutes les quelques structures, d'aide qui sont présentes pour les sans-abri sont concentrées sur Papeete. La conférence d'hier il y avait une partie également sur le regard des autres. Quelle est l'importance de ce regard? Bon, comme tous citoyens, effectivement, on a tous des préjugés, sur les sans-abri, les préjugés classiques. Ce sont des personnes qui ne veulent pas travailler, qui sont dans la rue par choix ou par philosophie. Hein, c'est un peu la vision un peu romantique du clochard à la française, et qui n'est pas du tout avérée en Polynésie. Et cette stigmatisation, hein, ce regard qui étiquette l'autre, finalement, est partagé, y compris par les acteurs les plus spécialisés, qui sont chargés de mettre en œuvre des politiques d'aide. Vous voyez, donc ça rend encore plus délicat cette politique, hein, cette mise en œuvre d'aide. Hein. Et cette stigmatisation, en plus, est vécue de façon très aiguë par les sans-abri eux-mêmes. Quand on leur demande les trois principaux inconvénients à vivre dans la rue, ils nous citent premièrement la faim, deuxièmement les agressions dont ils font preuve, et troisièmement le regard des autres. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très sensible et qu'ils vivent eux-mêmes. Et donc ce regard des autres est, est quelque part approprié par les sans-abri eux-mêmes, qui vivent donc des phénomènes de culpabilisation, d'évaluation d'eux-mêmes. Il y a un effet retour dans une cercle vicieux qui s'instaure. Vous dites qu'il y a de plus en plus de jeunes, notamment des jeunes couples, quelquefois avec des enfants. Est-ce qu'il y a des actions particulières menées pour ces jeunes et notamment pour les enfants? Oui, alors là, bien sûr, la direction des affaires sociales, qui dépend du ministère, a mis en place toute une série d'actions visant à protéger les enfants mineurs, hein, en les extrayant bien souvent de la rue. On a vu qu'il en reste encore quelques-uns dans la rue, hein, mais la plupart, bien sûr, sont placés dans des institutions ou des familles d'accueil. Donc ce problème est assez bien abordé. En fait, par contre, le problème des sans-abri célibataires jeunes ou des personnes qui sont mineures mais qui ont plus de 16 ans n'est pas toujours abordé avec tous les efforts qui devraient être faits. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des structures d'aide et d'accueil destinées aux mineurs, mais les mineurs âgés de moins de 15 à 16 ans. Hein, il y a une frange quand même de mineurs qui se retrouvent dans la rue et qui n'ont pas accès à des services d'aide. Et la conférence d'hier, donc sur les sans-abri avec les différents partenaires sociaux, est-ce qu'elle a apporté quelque chose et est-ce que elle va déboucher sur de nouvelles actions, de nouveaux partenariats? Cette liste d'actions, hein, une soixantaine d'actions que nous avons mises en évidence avec l'ensemble des partenaires encore une fois intéressés, circule depuis 8 mois si vous voulez. Quelques actions ont déjà ont été prises, très peu, il faut l'avouer. Et ce qui était un petit peu surprenant hier, ça a été finalement l'absence des grandes institutions du pays, hein, puisqu'étaient invitées toutes les institutions au sens politique du terme du pays, la présidence, l'Assemblée de Polynésie française, le CESC et les ministères, ainsi que l'État. Et la seule institution finalement présente sur le pays qui a participé à la réunion hier était l'État. Donc il me semble que c'est aussi symptomatique de quelque chose. Ça signifie quelque chose. Peut-être que les institutions du pays avaient
d'autres problèmes à régler, ce qui sont le cas. Mais hier, cette conférence, c'était aussi l'occasion de rassembler tout le monde et de créer de nouveaux réseaux, si vous voulez, des nouvelles... il y avait des représentants des affaires sociales et de la santé. Alors, il y avait quand même des représentants des acteurs sociaux. Des acteurs sociaux, certes. Ce qui aurait été souhaitable, c'est que des responsables soient là et prennent position sur des actions à mener. Par exemple, sur les conventions à mener entre la direction de la santé et la direction de l'affaires sociale. Ce qui n'a pas été le cas. Le travail va se faire tout de même avec des acteurs intéressés directement. Mais bon, cette conférence a attiré beaucoup d'acteurs spécialisés, d'intervenants de terrain. Il aurait été souhaitable qu'ils étaient présents des responsables. Je vous remercie. Merci.